Bonjour, merci de l'invitation. Merci de me donner l'occasion de partager avec vous ce bilan qu'on m'a demandé de vous préparer. Et comme ça arrive souvent à la période des impôts, quand on fait le bilan, des fois c'est souffrant un peu. Et je suis donc sorti de l'exercice à la fois revigoré, mais en même temps aussi préoccupé de trouver le chemin, parce que les pistes me semblent assez brouillées. Je vais commencer d'abord par vous dire ce que je ne vous dirai pas. Je ne vous dirai pas que la souveraineté est plus nécessaire que jamais. C'est devenu à la fois une ritournelle, mais aussi un constat absolument indiscutable. Pour moi, comme pour beaucoup de Québécois, l'indépendance, c'est une exigence existentielle. Un peuple se gouverne ou il est gouverné. On ne peut pas être un peu enceinte. Donc, la chose est entendue, on ne discutera pas de savoir si c'est nécessaire. Si on pense que ce n'est pas nécessaire, c'est de consentir à se laisser gouverner par d'autres. C'est un consentement qu'il faut combattre, me semble-t-il, au nom de notre adhésion au principe de la liberté et de la justice. Parce que se faire gouverner, c'est aussi s'exposer à subir l'iniquité, à subir l'injustice. Ceux qui prétendent que le Québec n'est pas une société dominée parce qu'on ne met pas encore le monde en prison, qu'on ne torture pas, sont en fait des gens qui produisent un écran de fumée. Parce que la domination, quelles que soient ses formes, se joue pour l'essentiel sur une chose, sur la capacité qu'on peut, par un État, infliger à une société des orientations qu'elle ne choisit pas. Une société dominée est une société qui ne choisit pas ses orientations. Et à cet égard, même si nous ne sommes pas l'Égypte ou la Jordanie, le Québec reste une société dominée. Ceux qui veulent nous dire que accepter notre condition de minoritaire et nous en faire un projet politique, c'est-à-dire ceux qui soutiennent encore notre adhésion au Canada, vont à l'encontre d'une vérité élémentaire que tous les peuples de la planète connaissent. La minorisation n'est pas une voie de développement. Nous serions le seul peuple au monde à qui la mise en minorité profiterait. C'est évidemment une aberration politique. Je ne vous dirai pas non plus, donc, que la souveraineté est une idée dépassée, comme vous le lisez régulièrement dans les journaux, l'entendez chez les commentateurs, parce que, évidemment, la vérité, c'est que des indépendances, il y en a de plus en plus, et non pas de moins en moins. Il y a de plus en plus de pays, et il n'y a pas non plus beaucoup d'exemples de pays qui ont renoncé à leur indépendance. Si l'idée était dépassée et condamnée à s'étioler, ça se saurait ailleurs dans le monde. Le seul endroit où on peut dire ça puis continuer de se faire prendre au sérieux, c'est à Radio-Canada. Okay. Je ne vous dirai pas non plus que nous avons besoin, pour relancer le combat souverainiste, d'un nouvel argumentaire. D'abord parce que dans le mot « relance », il y a déjà le consentement à un constat qui est celui que ça est déjà tombé dans l'immobilier. Nouvel argumentaire, non pas parce que je rejette la nécessité du dialogue politique, non pas parce que je néglige le devoir qu'ont les militants et les élus et les partis politiques de convaincre leurs concitoyens en utilisant des arguments rationnels et en recourant aux mécanismes usuels de la démocratie, c'est-à-dire le débat et la confrontation des idées, mais parce que je pense tout simplement que la question d'un argumentaire à renouveler est une question secondaire. Ça ne veut pas dire qu'elle est
inutile, mais elle est secondaire, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante pour que le combat politique soit fructueux. Bien sûr, c'est évident que nous avons besoin de faire comprendre à nos concitoyens comment fonctionne le politique. Or, là-dessus, on s'entend, la majorité de nos concitoyens ne démêlent plus du tout l'ordre constitutionnel canadien. Si vous vous promenez dans la rue et vous demandez aux gens quelles sont les grandes lignes du partage du pouvoir entre Ottawa et Québec, les gens sont tout mêlés. On n'enseigne plus ça dans les écoles depuis 50 ans, 40 ans. Et ce n'est même plus utilisé par les politiciens eux-mêmes comme argument, comme organisation de l'exposé. Alors, les gens ne comprennent pas ce que Ottawa fait dans la santé, pourquoi il y a 2 ministères de l'agriculture, qu'est-ce que le fédéral fait dans le financement des universités. Plus personne ne démêle ça. Ce qui rend très difficile, on s'entend, le discours sur l'indépendance, puisqu'on ne sait plus où on dessine les clôtures. On ne sait plus qui empiète sur quoi. Le problème, c'est que même si c'est nécessaire, ce n'est pas suffisant et c'est un défi de trouver une autre manière de porter ces choses parce que les politiciens au Québec, comme ailleurs en Occident, jouissent, si on peut dire, d'un discrédit et d'un déficit de crédibilité croissant. C'est un problème démocratique. Les gens ne croient plus ce que les politiciens disent. Et plus encore, les gens délaissent la politique, cessent de s'y intéresser. C'est une attitude dangereuse, on en convient, mais il faut constater les choses. Nous avons, à la dernière élection, assisté à un phénomène d'érosion de la participation au vote qui est extrêmement inquiétant. 40 quelques % des gens sont restés chez eux. Alors, ces mêmes gens qui râlent sont ceux qui ne vont pas voter, soit parce qu'ils ne trouvent plus dans le politique une réponse à leurs questions, soit encore parce qu'ils croient, et ça c'est encore plus grave, que ça ne sert à rien, que ça ne changera rien de participer à ces institutions. Cette question du déficit de crédibilité des partis politiques et des politiciens en général, elle est beaucoup plus grave pour le Parti québécois. Parce que, essentiellement, c'est un parti qui a pour objectif, du moins formellement, de casser un régime, de sortir du Canada. Et donc, quand on ne se fait pas prendre au sérieux avec la proposition principale, on a comme une sacrée côte à remonter. Et pour moi, c'est la première chose qu'il faut prendre en considération dans notre analyse, c'est la contradiction terrible que le sondage que le Bloc a fait, c'est le printemps dernier, a révélé. Et pour moi, toute analyse qui néglige ce constat-là est dans le champ. Et ce constat, il était épouvantable. Une grande majorité des gens pensent que l'indépendance du Québec est faisable, qu'elle est souhaitable, mais près des 2/3 des répondants disaient « ça ne se fera pas ». Okay? Alors là, il y avait dans ce « ça ne se fera pas », il y avait 2 éléments fondamentaux qu'il faut démêler absolument. Le premier, c'est effectivement le discrédit qui est porté sur l'ensemble de la classe politique, qui pète le boulot, qui fait rien, qui ne changera rien, etc. Vous connaissez, vous entendez comme moi ces arguments-là. Mais le deuxième est beaucoup plus inquiétant. C'est de la part des militants souverainistes indépendantistes l'admission d'un défaitisme. Or, le défaitisme en politique, c'est une chose extrêmement difficile à combattre. C'est comme boxer avec son ombre. Alors, pour bien comprendre comment on peut détricoter ça, je pense qu'il faut revenir brièvement sur ce qui s'est passé depuis 1995. En gros,
disons que si on veut porter un jugement lapidaire sur le Parti québécois depuis les 15 dernières années, disons que c'est un parti dominé par les velléitaires, mais gardé en vie par les indépendantistes. Ce sont les indépendantistes qui tiennent vivant cette carcasse, alors qu'une partie non négligeable de son élite est prête à farfiner continuellement avec l'option. Chez les péquistes, en règle générale, ce constat-là se traduit par une attitude, à mon avis, antipolitique. Une attitude qui est de se mesurer et de peser la conviction à l'once. Hein? Ah, un tel, es-tu vraiment souverainiste? Es-tu un peu, modérément, passionnément? Cette idée que ça se mesure au niveau et à l'intensité de la profession de foi, à mon avis, est antipolitique. Parce que, dans le fond, ce n'est pas une affaire de conviction. C'est sûr que c'est un prérequis, mais ce n'est pas le moteur de la chose. Un parti politique et la politique, c'est une dynamique de force. Et les forces sont définies par le cadre stratégique dans lequel on opère. Et essentiellement, les velléitaires, les mous, si vous voulez, au PQ, ont la dragée haute pour une raison bien simple. C'est que ce parti continue, en dépit de tous les signaux que lui renvoie la réalité, continue à maintenir l'étapisme au cœur de sa stratégie. C'est un parti qui tient la souveraineté dans les limbes. En fait, pour le dire crûment, je crois que l'indépendance est devenue une idée orpheline. Pas parce qu'il n'y a pas personne qui y croit, pas parce que ceux qui la défendent sont des hypocrites, pas du tout, mais essentiellement parce que c'est une idée qui n'est pas servie par une politique. C'est une idée qui est dangereusement servie par la rhétorique. Or, en politique, la rhétorique, c'est une arme. Et c'est un danger. Mais ce n'est pas la condition déterminante de l'issue d'un combat. Je vais essayer de vous démontrer ça. Pour l'essentiel, si on résume très brièvement ce qui s'est passé depuis 15 ans, les indépendantistes ont perdu l'initiative historique. Avec le référendum de 1995, volé, maintenant, on commence à le dire un peu plus ouvertement, même dans les cercles officiels, mais volé à sa face même, dès la fin de semaine du 29 octobre, c'était comme évident. Mais la démission de Jacques Parizeau a empêché de faire le débat. Et il n'y a jamais eu, au Parti québécois, c'est quelque chose d'aberrant, il n'y a jamais eu de véritable bilan de l'opération. Il n'y a jamais eu de bilan de post-référendaire. Il y en a eu un à Ottawa, par exemple, et tout un. Essentiellement, à Ottawa, on était convaincus que Lucien Bouchard allait relancer le combat pour l'indépendance dans l'année suivant le référendum. À Ottawa, on était convaincus qu'en 1996, ça y était. Et ça, c'est pas une invention, là. Le cabinet fédéral s'est réuni pendant 3 jours. Et dans cette réunion-là, on est tellement convaincus que Bouchard et les péquistes vont remonter au front. Les fédéraux, ils savaient ce qu'ils avaient fait, eux, et ils savaient que si ça se rendait public, ils étaient sur la défensive pour une prochaine campagne. Alors, force est de constater que Bouchard s'est écrasé. Il a gaspillé la conjoncture référendaire. Et il a donné au gouvernement fédéral tout le champ libre. Et il ne s'en est pas privé. Essentiellement, la riposte du gouvernement fédéral va s'ordonner sur 3 fronts qui vont être menés tambour battant à un rythme d'enfer. C'est dans les documents du cabinet, c'est
on a les témoignages, on n'invente pas ça, on n'est pas paranoïaque, c'est pas la théorie du complot, c'est essentiellement que un État qui se sent menacé s'organise pour pas que ça recommence. Alors, comment va s'organiser la riposte fédérale? Au moment où on décide ça, là, on pense vraiment que Lucien Bouchard est un gars sérieux. Là. Okay? Déstabilisation des finances publiques. Marcel Massé, là, le gros banquier, l'a dit explicitement. Quand on va les avoir mis à genoux, puis qu'il n'y aura plus d'argent pour le système de santé, ils vont reconnaître qu'Ottawa est essentiel. Il l'a dit. Donc, déstabilisation des finances publiques par décision unilatérale de modifier les calculs de la péréquation, signature unilatérale de l'union sociale, modification, confiscation des surplus de la Caisse d'assurance chômage, le gouvernement du Québec est déjà dans les câbles. Deuxième front sur lequel on va agir, le cadre juridique. On va s'organiser pour définir un carcan juridique pour rendre la chose impossible à répéter. C'est le Clarity Bill, la loi sur la clarté référendaire, qui dresse une forêt d'obstacles juridiques qui, dans le champ politique, sont surmontables. Mais ils haussent le niveau de difficulté du combat politique. Troisième front, essentiellement, la mise à contribution de tous les moyens de l'État canadien pour briser la cohésion nationale du Québec. Programme des commandites, au-delà d'1 milliard en propagande, mais ça, c'est uniquement la pointe émergée du iceberg. Okay? La commission Gomery est un succès de désinformation extraordinaire. Vous lirez le livre que l'Action nationale a publié, qu'Édouard Cloutier a signé. Si vous pensez qu'on a réglé quelque chose avec la commission Gomery, c'est une opération de désinformation formidable. Okay? Ils n'ont pris que le menu fretin, les gros requins et les choix stratégiques politiques n'ont même pas été abordés. Gomery savait ce qu'il faisait. Essentiellement, on va mettre en place un dispositif. Et là, quand on dit un dispositif, là, ça veut dire des centaines de personnes qui travaillent à temps plein contre nous. Au conseil privé notamment, une division d'analystes exceptionnelle. On ne parle pas là non plus des services secrets, du SCRS, des services secrets de l'armée. On ne parle pas non plus des fonds discrétionnaires du conseil privé du bureau du premier ministre. On va déployer un immense appareil qui va viser à coordonner les actions de l'État pour déstructurer le cadre idéologique, social et culturel du Québec. Pierre-Paul Sénéchal a trouvé une très belle expression pour ça. On va tenter d'instaurer le désamour du Québec. Ce combat-là, il va être mené sur tous les fronts en mobilisant des ressources de l'État et le concours de l'establishment canadien. Regardez les pubs, ils ont mis des drapeaux canadiens tout partout, on nous offre toute une série de comparaisons avec ce qui se passe au Canada tout le temps. L'idée est de nous enfoncer dans la perception que c'est la minorisation qui est notre seul destin. Et, essentiellement, ce dispositif-là, c'est celui qui va façonner le contexte politique des 15 dernières années. Et ça va essentiellement être le point d'appui du Parti libéral du Québec, qui va s'instaurer et s'installer dans une dynamique idéologique où l'utilisation du néolibéralisme, c'est-à-dire de la pensée du tout au marché, va servir à déstructurer les acquis qui soutiennent la possibilité de la cohésion nationale du Québec. Le plan de réingénierie, qui soit dit en passant, a été rédigé en anglais à Toronto, qui va servir au gouvernement Charest première manière, c'est un plan qui vise essentiellement à réduire la capacité d'intervention de l'État québécois. Vous remarquerez que tous ceux qui nous serinent qu'il y a trop d'États dans notre société
ne disent jamais qu'il y a trop d'État fédéral. Hein? Quand il y a trop d'États, il n'y a que trop d'États québécois. Alors, on le sait, moins d'États québécois, ce que ça veut dire, c'est plus d'États fédéral. Okay? C'est les vases communicants. Donc, cette alliance objective entre le néolibéralisme et l'objectif stratégique de casser la cohésion sociale et nationale des Québécois va viser l'État et essentiellement le dispositif de solidarité mis en place lors de la Révolution tranquille. Alors, les cibles sont bien connues. C'est la Caisse de dépôt, c'est Hydro-Québec, c'est la Régie des Rentes, c'est l'ensemble des instruments qui peuvent permettre de traduire la capacité d'action collective des Québécois en force réelle. Les libéraux qui prennent le pouvoir sont triomphants. Rappelez-vous, ils partent en peur, ils sont vraiment contents, ils piétinent d'impatience et ils nous annoncent qu'ils vont débiter le morceau. Ce contexte-là, c'est celui qui va faire les beaux jours de Monique Jérôme-Forget, qui va se promener tout partout, se pavanant pour dire qu'il est temps là qu'on arrête les folies et qu'on se remette aux lois du marché. Paf! 100 000 personnes dans les rues de Montréal pour dire on n'a pas voté pour ça. Les libéraux qui avaient, avec ce plan de réingénierie, fait une nouvelle mouture du plan de Paul Gobeil de l'État provincial des années 85, les libéraux vont changer de stratégie. En fait, de tactique et non pas de stratégie. Les libéraux qui, à ce moment-là, comprennent que ce triomphalisme-là nourrit l'opposition, vont choisir une stratégie de communication qui va en sens contraire. Ils vont désormais faire sans dire. Les libéraux vont pratiquer la politique du fait accompli. L'exemple le plus récent et le plus patent de ça, c'est le gaz de schiste. Les Québécois qui n'en avaient jamais entendu parler découvrent tout à coup que non seulement le Québec entier est sous claim, mais qu'il y a 2 ans, en plein été, au mois de juillet, Hydro-Québec a cédé au privé les droits d'exploration sur une grande partie du territoire, dans des conditions qu'on n'est pas capable de connaître, prétendument pour protéger le secret commercial. Je vous rappellerai que ça veut rien à dire que les hauts fonctionnaires, M. Vandal et les autres, ont décidé d'aliéner le patrimoine national et ça passe comme une lettre à la poste. Le débat, ce n'est pas sur les redevances du gaz de schiste, le débat, c'est à nous autres. Et on a cédé ces droits-là, sans débat politique, sans débat public. Ensuite, les libéraux vont choisir d'émietter les décisions. Les choses ne se passent plus sur des grands plans, pas de grandes annonces. Les choses se coupent en morceaux et elles sont annoncées dans la plus complète discrétion. Le nombre d'annonces qui sont faites le vendredi après-midi à 4h15, on ne les compte plus. Okay? On sait ce que ça donne. Et, bien sûr, on va pratiquer de façon systématique une politique de désinformation. Les libéraux ne parlent pas clair, ils disent n'importe quoi. Leur objectif de communication, c'est d'écœurer le monde. Parce que, et ça, les républicains sont passés maîtres dans cet art-là, Harper également, l'idée, c'est de miser sur le décrochage civique, d'en faire un instrument. Alors donc, on va se retrouver dans une situation politique où on va utiliser le climat dépresseur, on va le créer de toutes pièces, en noircissant les problèmes, en discréditant les outils éprouvés. Hein. Il n'y a plus rien qui marche au Québec. Nous n'avons pas de problème, nous avons des tares. Hein. Il n'y a plus rien qui marche. Rien. Quand il y a un problème, c'est pas comme dans n'importe quelle société normale, un débat sur les solutions à privilégier. Non, pas du tout. Nous, on haït la richesse, on est paresseux, on ne travaille pas assez, on n'est pas capable de s'organiser. Systématiquement, le discrédit sur la capacité collective. Et ça, c'est fondamental. C'est la ligne politique qui converge et au fédéral et au provincial. On est une bande de titlins.
ce discours-là, c'est celui du martèlement du défaitisme politique. Okay? Il ne se passe pas une semaine sans que Jessica nous assène un palmarès quelconque où on est toujours en arrière du Nebraska ou dans le fond de la cave du Utah. On n'est pas bon. Alors évidemment, ironie du sort, la semaine dernière, l'Institut économique de Montréal, avec l'ineffable Claude Garcia, a publié un texte pour dire que Hydro-Québec, c'est un gâchis, c'est sous-productif, c'est pas rentable, on perd de l'argent, etc. Le rapport sort la journée où Hydro-Québec reçoit de la part de l'Association américaine des gestionnaires de services publics d'électricité, reçoit la médaille de l'organisme le mieux géré d'Amérique du Nord. Hein? Ça a fait un entrefilet dans le Gazette. Ça n'a pas ouvert le bulletin de nouvelles de Radio-Can. Hein? Bon. Alors, pour l'essentiel, ce défaitisme politique-là, qui marque la période post-référendaire, il a été d'autant plus facile à installer que le PQ s'est arc-bouté à tout faire, tout ce qu'il pouvait faire pour ne pas réfléchir, pour ne pas faire son bilan post-référendaire et pour ne pas regarder en face ce qui était en train de se déployer. Alors, on a eu droit à, essentiellement, le Saint-Ivry, je pense, d'une opération qui s'est retournée contre lui-même, de la saison des idées. Ça n'a pas marché. Mais, refusant de faire son bilan, il a été incapable de faire une lecture politique de ses rapports avec le Canada. Incapable de faire cette lecture politique, il a donc été entraîné essentiellement dans le cadre du discours et de la politique des autres. C'est pour ça qu'ils sont empêtrés comme ça. Et ça, on peut le décliner très rapidement, le temps file. On aura assisté depuis le référendum de 95, et ça s'est accéléré dès que les libéraux ont pris le pouvoir, c'est la mise en place de l'idéologie du déclin. Okay? Le Québec est en déclin. On va essentiellement instrumentaliser 3 grands thèmes. Je pourrais les détailler, là on va passer vite, mais 3 thèmes mensongers sur toute la ligne. Le premier, bien sûr, c'est la démographie. Ah, ça, c'est l'épouvantail par excellence. Rappelez-vous, on nous annonçait que le Québec allait, à partir de 2030, se mettre à décliner très, très rapidement. C'est tout juste si on ne nous disait pas en manchette de la presse qu'on passait sur la liste des espèces menacées. Hein? Ça y était, il n'y avait plus rien à faire. En juillet, à plein été, l'Institut de la statistique est obligé de reviser ses scénarios parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Le Québec va continuer de le croire. Sa démographie se redresse. Légèrement, mais elle se redresse. Et pourquoi elle se redresse? Parce que les programmes de congés parentaux, la structure de services de garde marchent, donnent des résultats. Alors évidemment, ça n'a pas été long qu'il y a quelqu'un qui a trouvé que ça nous coûtait trop cher. Hein? Il faudrait qu'on arrête ça. Là. Alors, donc ça, le déclin. Le vieillissement, alors c'est pas compliqué, là, on est rendu un centre d'accueil à ciel ouvert. Hein. Le Québec est épouvantablement vieillissant, on ne pourra plus rien faire, on va se retrouver à se chamailler pour trouver les jeunes, pour pousser nos grabats. Or, écoutez, quand les démographes sont morts de rire, eux autres, quand on regarde la pyramide des âges et le ratio des personnes âgées dans la population totale, le Québec est la société du monde développé la plus jeune. On est au 38e rang quand on s'examine et qu'on se compare. Okay? Le Québec est à 14 et des poussières %. La Suède est autour de 16. L'Allemagne est presque 20. Vous n'entendez pas le bulletin de nouvelles s'ouvrir à tous les jours pour dire que l'Allemagne est au bord de on ne sait trop quoi. Bien, ça marche au Québec. Autre volet de l'épouvantail démographique, la pénurie de main-d'œuvre. Alors, vraiment, là, la pénurie de main-d'œuvre, c'est effrayant. C'est effrayant, on est menacé, notre économie va s'effondrer. Or, on sait, par exemple, que si simplement on redressait le solde migratoire, il n'y aurait pas de pénurie. On sait en plus que si on permettait une augmentation
de la participation des 55 ans et plus au marché du travail, on n'aurait pas de pénurie de main-d'œuvre. Notre problème ici, c'est que les gens prennent leur retraite trop de bonne heure. Donc, il y a des bonnes raisons pour le faire, ça c'est un autre débat. Mais, alors, la pénurie de main-d'œuvre, ah non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Évidemment, il y a des gens qui ont intérêt à nous dire que notre insécurité économique va être terrible, terrible. Le Québec a le taux d'activité, c'est-à-dire le taux de participation des gens au marché du travail le plus élevé d'Amérique du Nord. OK? Il se trouve encore un Lucien Bouchard, Dieu qu'on travaille pas assez. Absurde. Complètement absurde, mais ça marche. Le deuxième front, évidemment, après la démographie, c'est l'immigration. On est tellement un peuple moribond que notre avenir dépend de l'immigration. Alors là, on a proféré, et ça se dit tous les jours, là, des énormités là-dessus. Sans l'immigration, on n'est pas capable de contrer le vieillissement. Alors ça, vraiment, là, arithmétique 101. Hein? Il rentre 0,4%. Hein? C'est-à-dire 0,04% de population par année en immigration. Ça changerait la structure de la pyramide des âges de 98%, 99% de la population. C'est impossible. Bon, mais ça marche. On nous martèle ça. Okay? Mais en même temps, ça montre bien que ce que ça dit, c'est que la majorité n'est plus le moteur de son propre développement. C'est une aberration. Mais les politiciens discutent de ça. C'est fou, hein? Mais c'est un thème qui est absolument répandu. Deuxième grand front de l'idéologie du déclin, les finances publiques. Évidemment, l'épouvantail démographique nourrit celui-là. Sur les finances publiques, là, la dette est effrayante. On a réussi tellement à brouiller les pistes que même les économistes ne se démêlent plus. Les débats de méthode sont devenus des débats de société, alors que si on utilise les méthodes les plus conventionnelles, on est à peu près dans les bonnes moyennes de l'OCDE pour ce qui est de la dette. Mais encore une fois, là c'est amusant, parce que l'État des finances publiques, on compte la dette du fédéral, notre part de la dette du fédéral. Personne compte la part d'actifs, de contrepartie du fédéral par ailleurs. Non, non, nous on a juste des dettes. On n'a pas d'actifs, il n'y a rien qui nous appartient dans le patrimoine du fédéral. Et, bien sûr, cette situation-là, ça débouche sur le procès des services publics, parce que là, on se paye du luxe. On n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent, puis on vit au-dessus de nos moyens. Et là, ça justifie toutes les mesures les plus régressives, la taxe santé en est une, mais sur le plan de l'utilisation du néolibéralisme pour casser l'État du Québec, ce qui est absolument remarquable, c'est que le débat sur les finances publiques se fait seulement sur les finances du Québec. Autrement dit, le débat se fait sur les moyens que le Canada nous laisse. On ne discute pas du fait que nous envoyons 50 milliards par année de nos impôts à Ottawa et que les priorités budgétaires de celles établies là-bas n'ont pas de lien avec les nôtres. C'est une aberration. Et là, les politiques sont coupables, on y reviendra, c'est absolument majeur. Pendant que Stephen Harper est au pouvoir, les dépenses militaires ont augmenté de 50%. Okay? L'été dernier, en plein mois de juillet, on a annoncé un contrat pour acheter des avions, en plus sans appel d'offres pour favoriser les copains, 17 milliards. Il y a combien de places en garderie pour 17 milliards? Il y a combien de services de première ligne pour 17 milliards? Le débat sur les finances publiques du Québec ne se fait que sur le dos des Québécois tout le temps. On va payer on va demander aux jeunes de payer pour l'université. Et Ottawa a donné 10 milliards pour sauver l'industrie automobile de l'Ontario. Ici, 200 millions, là-dessus, il y en avait à moitié, c'était de l'argent recyclé pour l'industrie forestière. Et on va s'étonner que le Québec a des difficultés à boucler son budget. Pendant qu'on discute de ça, Flaherty fait danser Bachand sur une plaque chauffante avec le 2,4 milliards sur l'harmonisation de la taxe de vente. Mais imaginez-vous que c'est la moitié du déficit, ça. Juste ça, c'est la moitié du déficit. OK? Les redevances sur le gaz de schiste, là,
on pensait que l'écart était de 1 à 1000. Okay? Au début, on se dit, c'est 1 à 1000, en Colombie-Britannique, ils ont tiré 3 milliards. Nous, on a tiré 30 quelques millions. C'est pas vrai. C'est pas de 1 à 1000. Normand Mousseau vient de sortir un livre absolument époustouflant. L'écart est de 1 à 280 000. Okay? Ça rapporte, ici, c'est 17 l'hectare, c'est 28 000 $ au Texas. Quelqu'un, quelque part, a un problème. Et ce quelqu'un-là, c'est celui qui calcule, et puis c'est nous qui payons. Alors, les redevances sur le gaz de schiste, la taxe d'harmonisation, il n'y a pas de déficit des finances publiques du Québec. Ça, c'est, on n'a même pas encore fait le débat sur la part de notre financement de la guerre en Afghanistan. Nous discutons de la situation québécoise comme si nous étions indépendants, comme si la totalité du budget du Québec était la totalité du prélèvement fiscal. Les Anglais sont morts de rire. C'est une situation absolument aberrante. Cette distorsion-là, essentiellement, là, elle est instrumentalisée par les adversaires du Québec et par ceux qui sont prêts à nous organiser dans la dépendance, mais c'est une responsabilité qui est terrible chez les politiciens souverainistes parce qu'ils ne font pas ce débat. Ils ne le font pas. Les politiciens souverainistes respectent le partage des compétences fédérales provinciales. Chacun parle dans sa cour. Et il n'y a pas de synthèse effectuée. Les analyses et les critiques du budget, c'est une farce. C'est une farce monumentale. Nous avons financé plus de 20 milliards le développement de la recherche et du développement industriel pour les sables bitumineux. Notre part là-dedans, là, c'est 5 milliards. Hein? Imaginez ce qu'on aurait pu faire avec cet argent-là, nous. Et le fédéral n'a pas mis 5 milliards pour financer le développement du Québec. Okay? Alors, nous ne pouvons pas faire ça. Cette division-là du travail est absolument dysfonctionnelle. Et la raison pour laquelle les péquistes et les bloquistes ne le font pas, c'est parce qu'ils ne sont pas capables de faire la critique du régime. Ils sont prisonniers de l'étapisme et ils présentent l'indépendance comme une option constitutionnelle. Ce n'est pas un cadre d'organisation de la vie collective. Et c'est pourquoi chacun parle dans sa plate-bande, comme si de rien n'était. Or, il faut faire une critique du régime pour bien comprendre, justement, que le Québec perd, chaque jour qui passe, un peu plus de sa capacité de fixer ses orientations. Comme on ne fait pas la critique du régime, toute l'agressivité se retourne entre nous. Et là, on obtient quoi? On obtient des débats malades comme celui du financement des études universitaires. Le principal facteur de déstabilisation du financement des universités, c'est l'intervention déraisonnable du fédéral, qui finance les équipements de recherche, mais qui ne finance pas le personnel, qui impose des dépenses sur le financement de base des universités sans contrepartie. On ne fait pas le débat. On aime mieux saigner notre jeunesse plutôt que de faire le débat. Les recteurs de l'université ne le font pas. C'est un scandale. C'est un scandale. Mais c'est pas grave. Nous sommes des minoritaires. Nous avons l'habitude de faire le dos rond. Nous avons l'habitude de minimiser nos pertes. Alors, à toutes les fois, il y a toujours quelqu'un pour dire « On vient de se faire passer un joyeux sapin, mais c'est pas grave. C'est bien de valeur, mais c'est pas grave. La prochaine fois, on se reprendra. » Mais les foires volent à coût de 10, 15, 20 milliards. Là. Et là, bien sûr, on est maintenant en train de débattre entre nous de la pertinence de chauffer la maison en brûlant les meubles. Et puis là, les plus subtils disent on serait peut-être mieux de commencer par le divan. Les autres disent non, 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 on va commencer par les chaises de la salle à manger. Oh, ça va donner un meilleur carburant. C'est absurde la discussion dans laquelle nous sommes enfermés. Le Québec ne tourne pas en rond pour rien. Le Québec tourne en rond parce qu'il ne compte plus, à tous les sens du mot, il ne compte plus à Ottawa pour personne. Harper le dit d'ailleurs à qui veut l'entendre. Le Québec ne fait plus peur. Au mieux, il indiffère et il ennuie. Et lui, évidemment, il en profite
abondamment. Les libéraux sont cuits ici, les libéraux fédéraux, et Harper a bien compris qu'il pouvait réorganiser la carte électorale comme bon lui semble, et ça va marcher. Nous sommes dans la réforme électorale, minorisée à tout jamais. Le Québec ne sera au mieux qu'un bonus de quelques sièges dans une campagne électorale. C'est tout ce que ça va être. Et, fondamentalement, nous sommes devenus une quantité négligeable, une minorité géniarde. Et quand le Québec parle, les gens débranchent, ils n'écoutent même plus. Alors, évidemment, la grande contradiction dans laquelle on s'enferme à ce moment-là, c'est de s'imaginer que prendre le pouvoir va changer quelque chose en acceptant d'avance de gérer le Québec avec les moyens que le Canada lui laisse. Tout le débat de la politique provinciale dans laquelle est enferré le Parti québécois est un débat empoisonné. Parce que quand ils vont prendre le pouvoir, dans quel état vont-ils trouver le Québec? Les libéraux pratiquent la terre brûlée. Et ils ne la pratiquent pas uniquement parce qu'il y a pas mal de monde autour de l'auge à se payer dans l'assiette au beurre. Non, ils la pratiquent parce que c'est la condition de maintien du régime. C'est ça la commande. Il faut casser les instruments collectifs de cohésion. Pourquoi pensez-vous que ça fait 15 ans qu'ils sont à la charge pour privatiser Hydro-Québec? Pourquoi pensez-vous que... écoutez, c'est invraisemblable. Il y a une bande de cow-boys à la Caisse des dépôts qui ont flambé 40 milliards. Et le gros Rousseau, non seulement il y a eu une prime, il y a eu une ovation debout à la Chambre de commerce. Lucien Bouchard en tête. Non, mais il y a une limite à la complaisance, là, ça n'a aucun sens. Okay? Ça n'a aucun sens. Quand vous faites le bilan de tout ça, vous vous rendez bien compte qu'on s'enferme complètement dans une politique de minoriser. Okay? Et le débat est en porte-à-faux, et on comprend bien que dans les circonstances, les élucubrations, parce que c'est devenu des élucubrations, de débat sur quand est-ce qu'on va faire un référendum, à quel moment, ça là, les Anglais ont une expression pour ça, ils appellent ça le window dressing. Okay? C'est absolument sans pertinence. Le problème du Parti québécois, c'est que, malgré tous ces dénis, c'est qu'il fait de la stratégie ouverte. Okay? Alors, on dit on ne fera pas de référendum. C'est de la stratégie ouverte. Okay? Le problème, c'est que, comme il refuse farouchement d'associer son option avec le mandat électoral sollicité, il reste enfermé tout le temps dans la quadrature du cercle, c'est-à-dire de présenter le combat pour l'indépendance comme une campagne d'opinion. Alors, on dit, on va prendre le pouvoir, et puis après ça, quand on aura réussi à montrer qu'on peut mieux gérer que les autres, mais mieux gérer quoi? Brûler le divan au lieu de brûler la table de la salle à dîner? On va lancer une campagne d'opinion, puis au bout de 90 jours, il y aura un référendum, puis on va être indépendant. Pas de même, ça marche. Ça s'appelle de la rhétorique. C'est pas ça, avoir une politique. Et les gestes qu'on nous annonce comme étant des gestes de souveraineté, écoutez, c'est des hochets idéologiques, ça. C'est des hochets idéologiques. On met un mot nouveau, prétendument en accord avec l'option, sur une vieille politique, qui est la politique nationaliste conventionnelle, le repli sur l'identitaire pour toutes les minorités du monde, une bataille pour la langue, une bataille de respect de la culture. Ce n'est pas une bataille offensive. Ça, c'est une bataille défensive. Essentiellement, on est encore dans une logique de mesure de rémédiation. On va essayer de temporiser. Il n'y a pas une loi 101 qui va résister, quand même, on la voterai encore la semaine prochaine. Les tribunaux canadiens vont la démonter. Essentiellement, les arguments qu'on peut apporter sur l'identitaire n'ont de sens qu'ils nous renvoient dans un débat sur le régime. Il faut le dire, il n'y a pas d'avenir pour la langue française en Canada, c'est clair. Il n'y a aucune législation qui va résister. Autrement, on se conte des histoires. On se conte des histoires. Okay?
Alors, pendant qu'on ne fait pas ça, ben, on s'interdit de poser la question linguistique dans les vrais paramètres. Les vrais paramètres, c'est ceux qui avaient posé la loi 101 originelle. OK? C'est-à-dire, d'abord, si on la revotait maintenant, le PQ lui-même se considérait comme radical, et Jean-François Lisée ne tarirait pas de blog sur le sujet, j'en suis convaincu. Mais en plus, c'est que on ne peut pas et on ne veut pas comprendre que ce qu'il y avait derrière l'adoption de la loi 101, c'était la reconfiguration des institutions de la minorité anglophone. Ça, on ne veut pas toucher à ça, même au bout d'une pôle au PQ. On a une peur bleue de ça. Pendant ce temps-là, il n'y aura pas de chum. McGill, audicien. Okay? On fait fonctionner Montréal. C'est le gouvernement du Québec qui est l'instrument de l'anglicisation de Montréal. Ça va coûter 7 milliards. 7 milliards! Écoutez, là, on n'est plus dans des mesures symboliques, là. 5 milliards! Et on continue de débattre sur les frais de scolarité pendant qu'on sait, c'est établi, qu'il y a un surfinancement structurel des institutions anglophones à Montréal. OK? Concordia est en train de prendre le contrôle du quadrilatère Guy. Nous autres, on a une patente, un squelette d'immeuble sur la rue Berry pour l'UQAM. Okay? On ne restructure pas le financement universitaire. Résultat des courses, savez-vous qu'à Montréal, 57% des postes de professeurs d'université, c'est des institutions anglophones? Okay? On est prof de carrière à McGill et à Concordia, chargé de cours à l'UQAM. C'est ça que ça veut dire. Okay? Nous, structurellement, nous définissons la carrière marginale de notre jeunesse. Alors, pour faire le débat de Révim, il va falloir qu'on cesse de fonctionner dans les termes du débat que nous imposent nos adversaires. Ça, c'est une grosse commande pour les péquistes. C'est une très, très grosse commande pour les bloquistes. Parce qu'essentiellement, le Canada les apprécie. Parce qu'une élection du Parti québécois, ça servirait, même si personne n'a peur de ça à Ottawa, ça servirait à dresser un épouvantail et ça accélérerait les mesures d'unification, de centralisation à Ottawa, parce qu'on utiliserait ça comme épouvantail et les provinces se coucheraient. Ottawa va instrumentaliser l'élection du PQ comme il l'a fait à toutes les fois. Et pendant ce temps-là, le Bloc québécois va se comporter en opposition responsable, c'est-à-dire continuer de faire fonctionner ce Parlement. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Si on réfléchit comme il faut au terme politique du problème, un mandat péquiste sur le bon gouvernement, parce que c'est ça qui est sur la table, là, okay? C'est un mandat qui va être le suivant. Il va placer un gouvernement devant un bilan des finances publiques catastrophique, devant des engagements financiers irréversibles. Le partenariat public-privé de McGill y est signé pour 30 ans. Sortir de là, ça va coûter une beurrée. Il n'y aura que les institutions francophones qu'on pourra comprimer. Une enquête sur la corruption, c'est bien, mais ça va drainer contre le gouvernement la mafia, les services secrets, l'establishment de Toronto. C'est pas pire. Comme champ de force pour un gouvernement péquiste, bonne chance. Alors, la difficulté, c'est la suivante. C'est qu'on ne peut pas, quand on est au pouvoir, commencer à faire le procès du Révim. C'est avant que ça doit être fait, et c'est maintenant que ça doit être fait. Et ça ne se fait pas. Et essentiellement, si ça se faisait, on comprendrait que le mandat à solliciter, c'est le mandat pour mettre en place les institutions pour sortir du Canada, pas pour préparer une campagne d'opinion. Parce que ça devient évident à sa face même que notre avenir est réglé dans le Canada. Écoutez, l'ensemble des mesures sont alignées. Toronto mange le morceau, c'est fini, là. Montréal est un gros Moncton, là. Il nous manque juste les tensions linguistiques en plus, là. Ça, c'est une question de mois ou d'années. Et revoyez maintenant les éléments de proposition dans cette perspective-là. Une constitution québécoise, oui, mais pas une constitution qui respecte
de la Constitution du Canada, on est encore à l'intérieur. Ça n'a aucun sens. Une Constitution québécoise sans créer une Cour constitutionnelle québécoise, c'est de se conter des histoires, c'est de se payer de mots, essentiellement. Même chose pour les écoles passerelles ou le cégep en anglais. Comprenons-nous bien. C'est pas à la pièce que ça doit être fait. Il faut revoir le financement de l'ensemble de ces institutions-là et s'engager à le faire en prenant le temps de faire la démonstration à l'ensemble de nos concitoyens. Le CHU McGill, là, ça vient de mettre une croix sur les services de santé en Gaspésie puis sur la Côte-Nord pour une éternité. Parce que l'argent qui est là ne sera pas à cette île. C'est facile à comprendre, ça. Hein? Nous n'avons pas les moyens d'en avoir deux. C'est insensé d'en avoir deux. Alors, résultat des courses, regardez la pub que fait McGill à la télévision. Oui, c'est ça. Le Québec et leur jardin. Je comprends, il s'est plein de cocombes. Même chose pour Télé-Québec. Okay? Dire qu'on va augmenter les budgets de Télé-Québec, c'est ridicule. Ce qu'il faut changer, c'est le statut de Télé-Québec. Et il faut procéder, il ne faut pas demander au CRTC si Télé-Québec fait autre chose que de télé éducative. On n'en a rien à cirer. Et ça doit devenir une télé publique. Et on aligne les ressources. Et on fait la bataille juridique qui s'impose. Donc, essentiellement, la raison pour laquelle on ne fait pas le consolider, la raison pour laquelle on fait comme si on avait juste un budget, puis qu'on ne regarde pas que les priorités que le Canada se définit nous coûtent terriblement cher et qui nous empêchent de développer nos propres finalités, la raison pour laquelle on ne fait pas ce débat de Révim, c'est que ça inaugurerait le conflit des légitimités. Okay? Et ça, là, tant qu'on ne fera pas ça, c'est impossible d'avoir une politique indépendantiste. Le gouvernement du Canada, c'est un gouvernement étranger. L'ordre constitutionnel du Canada, c'est un ordre illégitime. C'est pas notre affaire. Tant qu'on va continuer de penser qu'il y a un petit peu de nous autres là-dedans, on est cuit. Voyez-vous? Il faut les poser comme des étrangers, comme des gens qui n'ont pas d'affaires dans notre jardin, les sortir de là. Et ce conflit des légitimités permettrait un tir groupé. Nous avons 100 députés, grosso modo, là, qui parlent bleu temps d'un comité. Ça a-tu du bon sens? Oui. Je veux dire, ça n'a aucun bon sens. Y a-t-il quelqu'un qui a compté combien de places en garderie nous coûte la guerre en Afghanistan chaque mois? Non, on se lamente qu'il en manque 20 000. Okay? Ce consolider-là, là, il faut le faire parce que là, le fédéral part avec notre argent et nous impose de nous chamailler entre nous. Et ça, c'est pour ça que je vous disais, et j'espère vous en avoir convaincu, qu'en dehors de toute rhétorique, le problème du combat indépendantiste, c'est qu'il n'y a pas de politique indépendantiste qui est conduite maintenant. Pour conduire une politique qui construit l'opposition au régime, il faut que l'ensemble des mouvements politiques travaillent dans le même cadre de pensée. Actuellement, le mouvement est en train de s'éparpiller. On assiste dans ce mouvement-là, puis c'est pas nouveau, on a trouvé ça en Irlande, en Catalogne, partout. C'est toujours le factionnalisme que ça s'appelle en sciences politiques. Okay? Chacun part sa petite chapelle parce qu'il ne se retrouve plus dans la coalition principale et chacun a sa petite part de vérité et tout le monde s'agite, gaspille énormément d'énergie et ne parvient pas à s'entendre sur des cibles. Et la raison pour laquelle ce n'est pas faisable, c'est que tant que les partis institués restent dans une critique à l'intérieur du régime, nous passons notre temps à nous diviser sur des questions secondaires. Le PQ, c'est un parti qui vieillit pas bien. Il n'est pas mort, mais on doit bien constater qu'actuellement, il a beaucoup de difficultés à composer avec le factionnalisme. Le dynamisme intellectuel et l'imagination politique, c'est sur le pourtour du parti, c'est plus à l'intérieur. Alors, ça ne fait pas de doute, là. Je veux dire, le Congrès, c'est canné, là. Okay?
la prochaine campagne électorale, ça va se faire sur la corruption, pas sur l'indépendance. Okay? C'est canné. Le PQ a de très bonnes chances de prendre le pouvoir. Il n'y a pas de quoi faire de l'anxiété avec ça. La vraie question, c'est pour faire quoi? Okay? Pour faire quoi? Parce que là, le temps commence à nous être compté. Parce que le niveau des moyens qui sont engagés contre nous est exponentiel. Il est dans une croissance exponentielle. Alors, on va avoir beaucoup, beaucoup de difficultés à virer ça de bord. Donc, ce qu'il nous faut maintenant, c'est de exiger pour l'ensemble de nos élus, pour l'ensemble de nos militants, pour nous-mêmes, de se faire l'obligation de ne tolérer que la critique du régime, pas la critique à l'intérieur du régime. Il faut les amener sur ce débat-là. Parce que tant qu'on ne fera pas le lien entre les compressions budgétaires à Québec et les choix budgétaires d'Ottawa, nous allons rester enfermés dans la politique provinciale à rêver d'indépendance. Merci. On est dans le temps, quasiment presque à la minute près. Donc, on ouvrira une période de questions d'environ 15 minutes, donc jusqu'à moins 10, là, je prendrai les questions. Comme je l'ai souligné d'entrée de jeu, essayer de formuler ça, peut-être un bref commentaire au début, des brefs commentaires, puis aller le plus rapidement possible aux questions. Oui, vous voyez les... Je vais revenir au gaz de schiste que j'avais parlé tantôt. La préoccupation que j'ai, c'est par rapport à l'hydroélectricité au Québec. Éventuellement, s'il n'y a qu'à voir l'exploration des gaz de schiste, comment voyez-vous la compétition avec l'hydroélectricité par rapport à l'exportation aux États-Unis? Ah, c'est simple, c'est déjà canné. Les opposants à Arabasca étaient très fiers quand le projet tombait à l'eau. Okay? Mais ils ont mis un certain temps à réaliser que la raison pour laquelle le projet de Arabasca est tombé à l'eau, c'est que le prix du gaz s'est effondré. Et le prix du gaz s'est effondré parce qu'ils en trouvent et ils en exploitent aux États-Unis le gaz de schiste. Okay? Donc, ce gaz de schiste aux États-Unis, il va servir à financer la production d'électricité. Et il a déjà commencé, et toutes les prévisions vont dans le même sens, à faire baisser tendanciellement le prix de l'électricité. Donc, la stratégie d'Hydro-Québec commence sérieusement à battre de l'aile parce que ce qu'on exporte aux États-Unis, on va se retrouver dans une situation où les prix sont à la baisse aux États-Unis et où nous devons assumer des coûts croissants pour les nouvelles immobilisations. Okay? Donc, le gaz sur notre propre territoire, actuellement, il ne servirait qu'à refermer encore davantage les taux sur Hydro-Québec. Okay? Parce qu'il contribuerait à garder la pression à la baisse sur les prix. C'est encore d'autres pour payer pour ça? Nous payons... Parce qu'on vend moins d'électricité aux États-Unis. Oui. Il y a plus d'exportation de gaz aux États-Unis. Non, c'est plus tordu que ça. Vous allez payer pareil, mais c'est plus tordu que ça. Parce que Hydro-Québec vient de signer un contrat de 20 ans avec le Vermont, okay, à la moitié de ce que nous coûte 1 kWh à la Romaine, okay, ou 5, quelques cents de kilowatt dans l'entente avec le Vermont. Ça nous coûte déjà 10 cents sur le barrage de la Romaine, puis il n'est pas encore en fonction. Alors, on paye déjà. C'est une stratégie tiers-mondiste, ça. C'est une stratégie basée sur la rente. Hein? Vaut mieux pas faire beaucoup d'argent, mais la garantie de rente tout le temps, plutôt que de développer une stratégie de substitution. Le vrai enjeu, c'est le changement de base énergétique. C'est-à-dire, au lieu de vendre de l'électricité brute, de s'en servir pour qu'elle remplace le pétrole et le mazout dans notre base industrielle. C'est ça qui est
c'est la seule avenue pour rentrer dans le parlement. Une question et un souhait. J'aimerais beaucoup, je ne pense pas être le seul ici à le penser, j'aimerais beaucoup, si c'était possible, d'avoir une copie du texte que vous aviez Est-ce que je suis seul à penser quelque chose de semblable? Ma question, si c'est possible, la question maintenant. Vous nous avez dit que le congrès du PQ, tout était déjà calé, pratiquement. Comment est-ce que vous entrevoyez une autre façon de faire avancer le débat? Les pistes de solution. Bon, pour le texte, mais d'abord, une partie de ça, c'est déjà une synthèse de 4 ou 5 textes que j'ai publiés cette dernière année, en particulier dans l'Action nationale. C'est là que moi, je m'exprime habituellement. Et je vais peut-être, si je trouve le temps, l'écrire. Bon, s'il y a une élection fédérale, ce printemps, ce qui est assez probable, le congrès du PQ va passer sous le radar, vous pouvez être sûr. Ça, c'est éclipsé dès le départ. Moi, personnellement, je n'ai pas d'attente particulière à l'égard de ce congrès-là. Je pense que quand on observe déjà ce qui s'est passé dans les congrès régionaux, je pense que ça va ronronner. Mme Marois va obtenir son vote de confiance, il n'y aura pas de problème là-dessus, ça m'étonne. Mais moi, ma préoccupation n'est pas de cet ordre-là, elle n'est pas partisane, elle est politique. Et je crois, moi, que plus les mouvements et les militants vont insister sur la critique du régime, plus les politiciens souverainistes vont ramer. Alors, je crois qu'il faut les placer devant ça. Il faut les placer devant ça. Il ne faut plus accepter que le critique de l'éducation à Québec fasse une intervention en Chambre sans dénoncer le gouvernement fédéral. Et il ne faut pas qu'à Ottawa, on intervienne sur un dossier fédéral sans placer des conséquences sur le Québec. C'est ça qu'il faut faire. Cette synthèse-là ne se fait plus. Ne se fait plus. Et ne se faisant plus, il n'y a plus moyen d'éclairer. Alors, regardez, une énormité qui est proférée régulièrement, c'est les gaz, les sables bitumineux qui payent les garderies. On entend ça, là, hein? Vous êtes une bande d'irresponsables, vous autres, vous payez à la traite, eux autres, ils travaillent dur pour sortir le pétrole de là. C'est un mensonge. Pas de même, ça marche. Okay? La péréquation, ça n'a rien à voir avec l'exploitation du gaz. C'est les revenus consolidés de l'État fédéral qui sont répartis avec un mode de calcul aberrant, un mode de calcul de répartition entre les provinces. Alors, mais c'est répété, c'est répété. Okay? Et on ne riposte pas. On ne riposte jamais. Et c'est ça que je crois il faut faire si on veut qu'apparaisse une politique, une vraie politique indépendantiste. Il faut que nous nous acharnions à faire une critique du régime de tous les instants.